recevoir aujourd'hui Natacha Calastréné, qui est journaliste, auteure et réalisatrice. C'est une approche très scientifique de la part de Natacha pour ce sujet qui nous concerne tous. Et on peut prétendre que ça concerne même l'humanité entière, étant donné que c'est une fausse attribution à Einstein d'avoir dit si les abeilles viennent à disparaître, c'est la fin de l'humanité. Dans 4 ans, les hommes vont disparaître. À quoi servent les abeilles? Finalement, ce sont nos grands pollinisateurs et ils contribuent au cycle de la nature. Que mangerons-nous s'il n'y avait pas les abeilles? Ils pollinisent la plupart des plantes. Donc notre alimentation serait-elle sans légumes et sans fruits? Ce serait dommage s'ils venaient à disparaître. Et maintenant, quelles sont les causes de cette disparition? Donc pourquoi cette disparition? Il y a des causes sûrement multifactorielles et je suis sûre que Natacha les a bien disséquées dans son film. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu l'origine de tout ça, de ce film, de ce livre. C'est au départ en 2005, je tombe sur un article donc, du professeur Katz, dont vous a parlé Brigitte, un Allemand, qui a précisé en fait une chose absolument incroyable, qui était complètement passée inaperçue à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait observé auprès de ses recherches, au cœur de ses recherches, qu'il étudiait les OGM, et notamment des OGM de colza, qu'un gène de l'OGM de colza s'était transféré dans le corps de l'abeille, en fait par le biais d'une bactérie. Et un transfert de gènes d'une plante à l'animal, c'est quelque chose qui peut arriver, mais sur des centaines de milliers d'années, le cycle de l'évolution normale. Et là, ça s'était réalisé en simplement une année, quelque chose d'ahurissant. Et tout ça, c'était grâce à la présence d'une bactérie qui est dans l'abdomen de l'abeille. Et moi, quand j'ai lu cet article, ça m'a fait... j'ai eu la chair de poule, je suis quelqu'un qui est assez intuitif, et je me suis penchée sur la question et je me suis rendu compte que la bactérie incriminée, eh bien, nous l'avons également dans l'estomac. Le procédé Terminator, si vous voulez, c'est un procédé qui rend stérile la plante à la 2e génération. Je vois qu'il y en a qui hoche la tête, qui savent. C'est-à-dire que c'est le principe de l'agriculture même qui est bafoué. C'est un truc horrible. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va planter ses semences, il va récolter ses graines, et puis il va les vendre, et il va en garder normalement un certain nombre pour pouvoir les replanter. Eh bien, ça ne sert à rien parce que la plante est stérile. Donc c'est une arnaque absolue, c'est pour racheter auprès du semencier. Et là, je me suis dit, parce que je suis quelqu'un qui aime l'écriture et qui aime, qui imagine beaucoup de choses, et je me suis dit, mais finalement, ce transfert de gènes par le biais de la bactérie que nous avons aussi dans l'estomac, si jamais il se faisait auprès de cet OGM qui rend stérile la plante, nous pourrions à notre tour devenir stériles. Horreur, effroi et tout. Et là je me dis, je vais écrire un livre futuriste, ça n'existe pas, et la planète va devenir stérile et tout. Bon, je commence à réfléchir, et puis en même temps, moi j'ai une imagination galope, mais en même temps je me suis dit, il y a quelque chose d'effroyable, il faut vraiment que je me penche sur la question. Et donc là, j'ai commencé à bûcher, à contacter des scientifiques, des chercheurs un peu partout, et à travailler sur la question. Octobre 2006, l'hécatombe telle qu'on la connaît, tout le monde en a parlé, il y a même eu des articles dans les Échos, et c'est révélateur d'ailleurs, parce que effectivement, en France, c'est un phénomène qui existe depuis des années, pas dans ces proportions-là, mais en tout cas c'est une question dramatique depuis au moins 20 ans. Mais pourquoi le monde entier en a pris conscience? Tout simplement parce que c'est une question financière. C'est-à-dire que les chercheurs ont réussi à montrer que l'agriculture qui dépend des abeilles représente 153 milliards d'euros. Ce n'est pas une mince affaire. Et dès qu'il s'agit d'argent, les gens se réveillent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait... Ces apiculteurs, franchement, ils n'ont pas de bol, ou en tout cas ils savent tellement mal s'y prendre que du coup, tout leur cheptel meurt, tant pis pour eux, c'est bien fait. Et d'ailleurs, on va arrêter de les assurer, parce qu'il faut quand même que vous sachiez, il y a peut-être des apiculteurs dans la salle, que les apiculteurs ne sont pas assurés parce qu'on considère que c'est tellement sûr que les abeilles vont mourir que on les assure plus. Quand je me penche sur cette question-là, les premières hypothèses qui sont proposées, c'est l'aspect multifactoriel. Bon. Multifactoriel, réel, donc il y aurait énormément de causes, etc. Bon.
Et ce que je déroule un petit peu dans le film, c'est qu'au départ, on a pensé au varroa. Bon, le varroa, c'est une espèce de parasite. Imaginez la tique du chien, mais à la taille de l'abeille, donc un parasite. Et vous savez certainement qu'un parasite, eh bien, il ne tue pas son hôte. Parce que si jamais l'hôte meurt, eh bien, il n'a plus rien à boire. Donc, il faut quand même savoir que le varroa, il pompe l'hémolymphe, donc le sang de l'abeille, et qu'il a besoin que l'abeille continue à vivre. Donc, il n'a aucune raison que l'abeille meure. Ensuite, on a dit, c'est le virus israélien de la grippe. Ça, c'est les Américains qui ont lancé ça. C'est un virus, etc. C'est sûr, on le sait. Bon. Je suis allée aux États-Unis. Dans le film, précisément, je lui fais dire que ce n'est pas le virus de la grippe israélienne. Bon. Donc, le virus écarté, on a sorti un nouveau pathogène qui était le nosema, donc un champignon, Nosema serranae, de son petit nom. Et le nosema, c'était une catastrophe, ça attaquait les abeilles, c'était l'enfer, etc. Bon. Puis on s'est rendu compte que finalement, le nosema, eh bien, il arrivait au printemps, que toutes les abeilles étaient en octobre, là où le moment où il n'y en avait plus, enfin non, c'était pas ça. Bon. L'aspect multifactoriel était très pratique. Ça permettait de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Et ça, quand vous faites ça, ben, finalement, eh bien, c'est jamais votre faute et on ne fait pas avancer le schmilblick. Et finalement, eh ben, à la cause de l'abeille, eh ben, il est entendu, ben, voilà, on n'avance pas du tout. Jean-Marc Bonmatin du CNRS m'a dit, la clé du problème, c'est qu'il ne faut pas confondre cause et conséquence. C'est-à-dire que l'abeille, aujourd'hui, à cause du varroa, elle meurt, elle semble mourir. Aujourd'hui, à cause du nosema, elle semble mourir, et du virus, pareil. Comment ça se fait que ceux qui ne la tuaient pas, la tuent aujourd'hui? Parce qu'elle est affaiblie. Pourquoi elle est affaiblie? Les pesticides. Et ce qu'on a réussi à montrer, et ça c'est vraiment ma grande fierté, d'ailleurs c'est pas moi, c'est les chercheurs, c'est que, si vous voulez, un herbicide contre les mauvaises herbes ne va pas forcément tuer l'abeille. Un fongicide contre les champignons ne va pas forcément tuer l'abeille. Par contre, la recombinaison des molécules entre elles, donc le fongicide plus l'herbicide, et ça c'est Luc Belzunce de l'INRA qui le précise, eh bien, provoque des mortalités hallucinantes de 90% en 24 heures, ce qu'ils appellent des cocktails chimiques, qui créent ces hécatombes. Et pourquoi j'affirme haut et fort, et encore plus aujourd'hui depuis un article qui est paru ce matin, que ce sont les pesticides, et donc c'est la fin du mystère, c'est qu'on sait précisément qu'aujourd'hui, eh bien, les pesticides sont la cause de l'affaiblissement de l'abeille, et d'appui de l'article de ce matin, de l'affaiblissement de l'homme. Je vais étudier toutes les questions et je vais me rapprocher des apiculteurs. Il m'a dit oui, moi j'ai perdu 70% de mes ruches. Et au début je me suis dit c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Et après je me suis dit en fait non, où est-ce que j'ai mis mes ruches, voilà. À quel endroit j'ai mis mes ruches, où est-ce qu'elles sont allées butiner. Une abeille elle fait 3 km, elle peut aller jusqu'à 5 km. Qu'est-ce qu'il y avait aux alentours, qu'est-ce qu'elles ont ramené à la ruche, et qu'est-ce qui les a tués. Voilà. Il faut que vous sachiez qu'avant, l'apiculteur, il avait besoin de l'agriculteur pour mettre ses ruches à proximité d'un endroit où il y avait des fleurs, donc un champ de lavande, un champ de melon, un champ de fraises, un champ d'abricotier, etc. Bon. Et maintenant, le phénomène s'est complètement inversé. C'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui, bien souvent, va faire appel à l'apiculteur en lui disant « Est-ce que tu peux mettre tes abeilles à proximité de chez moi pour que mes arbres soient pollinisés ?» 80% de notre alimentation, donc les fruits et les légumes, dépendent des abeilles, mais pas que des abeilles, on va dire de tous les pollinisateurs. Hein. Et là, Jean-Marc Bonmatin du CNRS nous explique que la rémanence de ces produits, donc leur durée d'efficacité, est de minimum 1 an. Donc, comme il y a un épandage à peu près toutes les semaines, eh bien, ces mélanges-là se font dans le sol, avec le vent, dès que c'est broyé, etc., et voilà, et même dans notre corps. Les mélanges qui créent l'affaiblissement de l'abeille, ces mélanges qui sont interdits par les firmes elles-mêmes, eh bien, se créent dans le sol à l'insu des firmes, des agriculteurs. Voilà. Bon, là, j'ai l'air de dire que les pesticides, c'est l'horreur, etc. On en a quand même besoin, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs
contre certains comment dire, parasites, etc., quand il y a une invasion, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans produits chimiques. Et les produits chimiques, ce n'est pas l'horreur absolue, puisqu'on en a besoin aussi en tant que médicaments, des choses comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une proportion telle, on met une pression chimique à la terre, qui fait que ça devient du grand n'importe quoi. On s'est rendu compte, j'ai vu une étude, que 90% des eaux de surface et 53% des eaux souterraines contiennent des pesticides. Les eaux souterraines. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a partout. Partout, partout, partout. Je l'ai lu, je ne suis pas spécialiste de l'abeille, comme quoi, je ne sais pas si c'est je pense que c'est les pesticides. En fait, les abeilles elles perdaient le sens de revenir à leur ruche. Enfin, il y a deux mortalités possibles. C'est-à-dire que ce que l'on appelle l'effondrement des colonies, où l'abeille quitte la ruche et ne revient pas, c'est-à-dire ce que vous dites là, c'est réel, absolument. Et donc on incrimine les produits neurotoxiques qui font que l'abeille, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des abeilles marcher par terre. Une abeille ne marche pas. Voilà. Quand vous voyez une abeille marcher par terre, c'est qu'elle a avalé un neurotoxique. Et après, il y a ce qu'on appelle les effondrements, les mortalités foudroyantes, qui sont, elles, dues par exemple à un épandage de pesticides. Le matin, par exemple, l'été, les abeilles sortent très vite au moment de la rosée, en fait, le matin. Et si l'épandage s'est fait au moment de la rosée, elles vont aller chercher les gouttes de rosée et elles vont absorber en fait tout le poison. Et là, celle-ci, elle meurt, mais vous voyez des tapis en fait d'abeilles mortes. Les derniers travaux de chercheurs, on a quelques comptes rendus tout à fait sérieux de chercheurs de l'INRA, montre que la désorientation des abeilles peut être provoquée par des doses infinitésimales de pesticides. Maintenant que vous avez finalisé votre travail, est-ce qu'il y a eu des réactions vers vous, qui sont venues vous rechercher pour voir? Est-ce qu'il y a des organisations, genre syndicat d'apiculteurs, qui sont venus vous voir, et quelle est l'évolution des mentalités par rapport à prendre le problème à bras-le-corps? Les apiculteurs ont vraiment compris que c'était important. Le film est sorti en 2008. Nous sommes en 2012. J'ai une demande par semaine de présentation de ce film, de présentation de mon livre. Les lobbies des céréaliers et des producteurs d'oléagineux sont parfaitement organisés. Ils ont des appuis politiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Bon, il commence à y avoir maintenant une prise de conscience, mais ce n'était pas du tout le cas de la profession apicole. Bon, on me pose souvent la question, que peut-on faire pour arrêter de tuer comme ça l'abeille et puis par rapport à notre propre santé? Alors il y a quelque chose qui est très simple. C'est que nous, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans cette salle, mais si jamais il n'y en a pas, nous qui n'avons aucun objectif de rendement, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a des escargots sur les rosiers, est-ce que c'est grave? S'il y a des pucerons sur les rosiers, est-ce que c'est grave? On devrait passer tous un pacte avec la planète et dire « je n'utiliserai plus de pesticides jusqu'à la fin de mes jours ». On a un impératif, c'est que plantons des fleurs, mellifères si possible, et surtout arrêtons d'utiliser des pesticides. Je voulais rebondir par rapport à la prise de conscience des communes qui tout de même, par rapport aux produits phytosanitaires, maintenant il y a tout de même des engagements. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, je peux vous rassurer. Et qu'elle n'est pas la seule. Voilà, non mais nous sommes ici et qu'il y a énormément de... Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. De bonne conduite, on va dire. Je me suis rendu compte que il n'y avait plus un seul insecte dans mon jardin. J'en voyais pas, alors toutes les fleurs étaient là. Et donc là, ça a été une prise de conscience, mais alors magistrale. Je suis allée dans mon camion, j'ai tout viré, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'un an, alors évidemment, je sais bien, bon, j'ai un grand jardin, mais je ne suis pas la seule, hein. Mais bon, au bout d'un an, déjà, les insectes étaient revenus, enfin voilà, et des bourdons, les premiers, etc. 2 ans après, il y en avait encore plus.
3 ans après, il y avait des libellules, etc., des insectes que je n'avais jamais vus. Donc c'est vrai que la vie, elle demande qu'à repartir. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire pour les insectes, qui est vraiment très importante quand il fait très très chaud. Elle crève de soif. Ah oui. Bon. Alors moi j'ai vu un truc magnifique. Et chez un apiculteur, j'ai vu un truc superbe. Il avait un gros tonneau sur lequel il avait posé une petite plaque de liège et il avait fait des trous comme ça dessus et elle se mettait au bord et elle buvait. Et alors il me dit « Regarde, regarde !» Et avec l'accent du midi fabuleux, il me dit « Regarde, elles sont tellement contentes que je donne à boire que je peux les caresser. » Et il caressait les abeilles. Et c'était fabuleux, quoi. Elles sont contentes, personne ne leur donne à boire. Regarde, elles sont contentes, elles savent que je les aime. Et qu'en est-il de la destruction des abeilles par les insectes prédateurs là ? Maintenant, moi je suis partisane de laisser la nature apprendre à se défendre elle-même. C'est-à-dire que si chaque fois qu'il y a un problème, l'homme, en voulant aider les choses, elle empêche la nature finalement de réagir. La nature, en 10 ans, elle peut trouver les moyens. On a vu des insectes prédateurs venir d'autres contrées et finalement l'abeille ou d'autres insectes apprendre à se défendre. Il lui faut parfois 10 ans pour comprendre comment tuer à plusieurs le frelon, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les législations ont changé depuis 2008, donc depuis que vous avez commencé, je parle des législations par rapport aux pesticides. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Voilà. Et au niveau politique, parce que c'est là où le nerf blesse, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ça bouge au niveau de l'Europe. Ça avance bien et je suis confiante, je suis vraiment confiante, j'ai le sentiment que... Et puis encore une fois, nous, au grand public, on a quelque chose à jouer. L'homme décide de faire une ingérence, je dirais, au niveau scientifique ou même autre, eh bien, ça donne tout de suite des dégâts. Je vous lis juste le prologue et juste le début, vous allez comprendre, je vais vous expliquer juste après. Des troncs calcinés témoignent d'une forêt autrefois dense. De rares branches, lisses, nues, tordues comme par une souffrance, pointent vers le sol et observent avec regret les broussailles devenues légion. La terre est craquelée, aride, trop éloignée du Rio Grande pour bénéficier de ses bienfaits. Seul le bourdonnement de milliers d'insectes annonce que la vie est là. Un concert d'âmes à 6 pattes stridule depuis le lever du soleil. Ce 15 octobre 1990, un homme approche, un bâton fourchu à la main, un gros sac de toile accroché à la ceinture. Le terrain caillouteux, situé à 50 km d'Hidalgo, un petit village texan, abrite de nombreuses espèces de serpents, des crotales en particulier. Jim Loyer est pharmacien, il se passionne pour les reptiles. Tous les dimanches, il parcourt la région et rapporte dans son vivarium de nouveaux spécimens. Il se dirige vers un monticule de grosses pierres grises, là où les sueurs végétales et matinales ont quelque chance d'être conservées, là où les serpents aiment à se cacher. En grimpant sur l'une des pierres, l'homme s'enfonce dans le gravier. Déséquilibré, il tente de se retenir en agrippant le sommet du monticule. Au moment où sa main accroche une protubérance de la roche, il entend pour la première fois un vrombissement gagner en intensité, un débordement de vie. Il n'a pas le temps de lever les yeux qu'un nuage grouillant se précipite sur lui. Un essaim de milliers d'abeilles le prend pour cible. Le Texan court, titube, hurle de détresse. Il est seul. Il n'a aucun endroit où se cacher de cette furie bourdonnante. À la 15e piqûre, Jim Loyer sait qu'il va mourir. Le cœur de ses abeilles fredonne bel et bien un requiem. Dans une même énergie mortifère, plusieurs centaines d'insectes plantent leur dard. Elles visent le contour des yeux, les narines, la bouche et le cou de Jim qui s'écroule. Il semble se débattre contre un fantôme. Le sable s'envole autour de lui. Le venin se répand dans les tissus. Des dizaines d'abdomens d'abeilles se déchirent en laissant leur harpon accroché à l'épiderme de l'homme. Les donneuses de mort vont s'éteindre, elles aussi. C'est le prix à payer pour défendre la reine. Jim, séparé la morsure des serpents, il ignore l'existence de ces abeilles criminelles. Ses mains tentent désespérément de protéger son visage et sont comme dévorées par la frénésie des hyménoptères. L'homme cesse de vivre. Les seins continuent de s'activer autour de lui. 874 dards seront prélevés de son corps. Personne ne sait que cette attaque est l'une des toutes premières manifestations agressives de l'abeille aux États-Unis. Alors cette histoire, je l'ai retravaillée, mais c'est effectivement le 15 octobre 1990 qu'a eu lieu la première attaque d'abeilles tueuses. Donc vous avez peut-être entendu parler des killer bees.